Bonsoir à tous. Je me présente, je suis Sylvie Charmant, je suis chargée de communication à la direction du développement durable de la province Sud. Donc on est ravis de vous accueillir aussi nombreux ce soir pour cette nouvelle conférence Sénature. Je rappelle brièvement qu'une conférence Sénature est une conférence gratuite à destination du grand public et qui sont animées par des scientifiques, des chercheurs pour parler de problématiques autour du développement durable. Donc ces conférences sont organisées par la province Sud en partenariat avec le CRESICA. Le CRESICA est un organisme, un consortium qui regroupe 9 organismes de recherche en Nouvelle-Calédonie, comme l'IAC, l'IRD, l'Université, l'Institut Pasteur, par exemple. Et donc pour la province Sud, l'organisation de ces conférences a deux objectifs principaux qui sont premièrement de vulgariser en fait les études scientifiques qui sont réalisées sur le territoire afin de les diffuser auprès de vous, auprès du grand public. Et le deuxième objectif, c'est de sensibiliser aussi à tous ces enjeux environnementaux, parce qu'on sait qu'une fois qu'on a l'information, il est plus facile d'agir pour la préservation de notre environnement et de notre biodiversité. Donc, je vous remercie de venir ce soir donc, pour cette nouvelle conférence. Je vous informe que la conférence est filmée par Calédonia et on va avoir la présentation par les chercheurs qui sera suivie de questions-réponses. Donc, merci de garder vos questions pour la fin. Si on n'a pas de problème de micro, on fera passer le micro dans la salle pour vos questions. Donc, je passe la parole à Marie de l'IRD qui va vous en dire un petit peu plus sur nos deux chercheurs de ce soir. Bonsoir, je suis Marie, je suis en charge de la médiation scientifique à l'IRD. Donc nous, au niveau de l'IRD, on participe régulièrement à des conférences, dont les Sénatures. Donc on remercie le CRESICA et la province Sud de nous accueillir ce soir. Avant de laisser la parole à Jean et à Maxime, je vais commencer par les présenter. Alors je ne connais pas vos profils par cœur, donc je vais lire un petit texte. Donc Jean Roger est géophysicien marin de formation. Après avoir effectué une thèse sur l'aléa de tsunami en Méditerranée et en Atlantique Nord, il effectue un premier post-doctorat aux Antilles sur la même thématique. Passionné de plongée, il appuie la nécessité de protéger les récifs coralliens et les mangroves en les préservant comme des moyens de protection naturelle contre les vagues et tsunamis. Il réalise un second postdoc à l'IRD de Nouméa, au cours duquel il participe à l'évaluation des vulnérabilités en Nouvelle-Calédonie. Désormais basé en Nouvelle-Zélande en tant que chercheur à GNS Sciences, son domaine de recherche s'est élargi à tout le Pacifique Sud-Ouest. Jean Roger est notamment chargé d'évaluer l'efficacité de la détection des tsunamis. Il est aussi membre du Tsunami Expert Panel, ainsi qu'auteur et co-auteur de nombreux articles scientifiques et ouvrages sur le sujet. Et donc Maxime Dufil, après un master en sciences pour l'environnement obtenu en France, Maxime Dufil rejoint le projet Tsucal en Nouvelle-Calédonie en 2019. Il a travaillé sur la modélisation et la cartographie de l'aléa tsunami dans le but de produire un atlas des scénarios autour du territoire. En cas d'événement majeur, cette base de données vise à renforcer les outils d'aide à la décision pour la sécurité civile. Ce projet s'est achevé en 2021 et Maxime poursuit désormais une thèse à l'IRD au sein du laboratoire Entropie. Ses recherches portent sur le rôle protecteur des écosystèmes côtiers, les mangroves et les récifs, face aux événements extrêmes. 2 sites sont actuellement étudiés, Poé et Touo, afin de mesurer les paramètres des vagues, les courants et les niveaux d'eau. Actuellement en 3e année de doctorat, les résultats de sa thèse devraient alimenter les connaissances autour de la vulnérabilité côtière et celles autour des impacts des risques littoraux tels que la submersion marine. Merci à eux. Donc on nous a donné des consignes sur comment il fallait tenir le micro. Donc je vais respecter la consigne. Déjà, merci à tous d'être venus ce soir. Ça fait plaisir d'avoir une salle qui est pleine. Je vois que c'est un sujet qui intéresse plus que les tortues marines, donc ça, c'est chouette. Non, je rigole. On va commencer cette conférence en fait avec des questions ouvertes pour vous en fait. Est-ce que vous pensez selon vous
qu'on peut voir des tsunamis en Calédonie. Et est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu de la définition de ce qu'est un tsunami? Ou alors pas du tout. Du coup, je pars du principe que vous n'avez pas de réponse pour ces deux questions-là. Et c'est le but de la conférence. Ah merde, c'est dans l'autre sens. Alors, je vais amorcer la conférence avec ces deux images. To be or not to be. Je pense que dans la tête des gens, le tsunami, c'est ce que vous voyez dans la partie haute de la slide, le film 2012. Bon, vous doutez bien que tous les tsunamis, ça ressemble pas à ça. Et en bas, vous avez une autre photo qui est en fait une œuvre artistique qui a été faite au Japon, qui est souvent utilisée et réutilisée dans les conférences sur le tsunami. En réalité, dans les faits, c'est pas du tout un tsunami en fait. C'est une vague scélérate. On voit le mont Fuji ici juste au fond avec les pirogues et puis les gens qui sont vraiment dans la tempête. Donc ça n'a rien à voir avec le tsunami. Le tsunami, donc, ça ressemble plus à ça. Donc sur la photo ici en haut, vous avez un tsunami. C'est celui de 2004 en Indonésie. Vous voyez les gens qui sont en train de courir vers la côte et les bateaux qui sont vraiment au mauvais endroit, au mauvais moment. Mais un tsunami, c'est aussi... Et donc, tout le monde peut faire un tsunami chez lui, quand il fait un saut dans la piscine, quand il jette un caillou dans une flaque d'eau, dans une baignoire, peu importe. Physiquement, ça, c'est un tsunami. Donc voilà, ça permet déjà d'appréhender un petit peu l'idée qu'on peut avoir de ce qu'est un tsunami ou de ce que n'est pas un tsunami. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Bon, je vais vous épargner le terme japonais. Et du coup, je vais vous laisser écouter ça, mais je sais pas si on n'a pas testé le son, alors j'espère que ça va fonctionner. Bon, ça marche pas. C'est pas grave. Donc le terme japonais est celui-ci, et en fait le terme français, ça signifie vague portuaire. Pourquoi on appelle ça une vague portuaire? En fait, à l'époque, ça s'est passé donc au Japon. Les pêcheurs sont partis en mer et il y a un tsunami qui est passé. Mais comme ils étaient en mer, ils n'ont absolument rien vu. Et en rentrant au port, tout était dévasté. Et donc, du coup, ils ont appelé ça vague portuaire. En fait, le tsunami, plus précisément, c'est un aléa naturel d'origine géologique. Donc, qu'est-ce que j'entends par aléa naturel? C'est assez important d'avoir ces éléments de contexte en fait pour bien comprendre la suite de la présentation. L'aléa, c'est donc un phénomène naturel qui est représenté ici. Donc ça peut être un cyclone, ça peut être des vagues, ça peut être une tornade, ça peut être des éclairs, ça peut être tout un tas de phénomènes naturels. Quand cet aléa est combiné à la vulnérabilité des enjeux, donc la vulnérabilité du bâti, le fait qu'il y ait des populations installées, ou encore des axes de communication à proximité, quand on a ce croisement entre aléa et vulnérabilité, on va rentrer dans le spectre de ce qu'on appelle le risque. Dans cette conférence, on va vraiment s'intéresser à la partie aléa, et c'est assez important de le préciser. Donc cet aléa naturel géologique, c'est en fait une onde longue. C'est une onde longue qui va être générée dans l'océan ou dans un lac, et qui va voyager à travers du coup, la surface libre de l'eau sur de très longues distances. Une de ces caractéristiques, c'est ce que vous voyez ici sur le schéma, et d'où aussi l'histoire historique avec les pêcheurs. En mer, c'est imperceptible, parce que la période de crête à crête est très élevée. Par contre, à l'approche du littoral, avec la topographie qui remonte, les ondes elles vont être compressées. Et donc en fait, on va avoir un phénomène d'augmentation de l'amplitude, et donc ça, on va appeler ça une hauteur de vague de tsunami, une hauteur. Occasionnellement, ça peut générer des inondations, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc cette onde longue, si on la rattache un petit peu à de la physique, je vous ai mis ici donc les caractéristiques des grandes ondes océaniques. Bon, c'est des ordres de grandeur, il ne faut pas prendre ça comme argent comptant. Globalement, vous avez la houle. La houle, dont tout le monde connaît, c'est ce qui est généré par le vent. Et les périodes de la houle, comme on peut le voir sur les sites de prévision, souvent c'est de 10 à 25 secondes. Et c'est d'origine météorologique puisque c'est généré par le vent. Le tsunami, ce n'est pas du tout la même gamme de valeurs. On est déjà sur plusieurs minutes
Et ça peut aller jusqu'à l'heure, d'où la grande longueur d'onde. L'origine, elle est géologique, mais on va le préciser juste après. Et ensuite, je vous ai mis juste pour information la marée et ce qu'on appelle la surcote de tempête, donc l'anomalie d'élévation du niveau marin quand il y a un événement extrême. Et là, vous voyez qu'encore une fois, on passe sur 6 à 12 heures pour la marée. Ça, c'est les variations des phases de marée, principalement expliquées par les phases de la Lune et des astres. Je ne vous fais pas le topo là-dessus. Et la surcote qui est d'origine météorologique et qui peut du coup durer plusieurs jours. Donc vous voyez qu'avec ce tableau, le tsunami, il est situé à l'intervalle entre ce qu'on appelle physiquement des vagues et ce qu'on appelle la marée ou la variation du niveau d'eau. Donc, l'objectif de ce tableau, c'est quoi? C'est de démystifier le raz-de-marée. Le raz-de-marée, c'est pas du tout un tsunami en fait. Physiquement, c'est une surcote de tempête. Et cette onde longue, d'origine géologique, elle va être générée par plusieurs mécanismes. Et là, c'est mon collègue qui va prendre la suite. Merci Maxime. Bon alors, après un peu de physique, on va passer à des choses beaucoup moins marrantes. On va parler des différents mécanismes de génération des tsunamis. Il y en a plein, on va en voir 6, les principaux. Si ça marche. Voilà. Donc le premier que tout le monde connaît, c'est le séisme. Le séisme qui peut être très, très gros et entraîner la génération de gros tsunamis, mais qui peut aussi avoir des magnitudes beaucoup plus petites et générer des petits tsunamis. On vous a mis en exemple le séisme de Sumatra de 2004, celui que tout le monde a en tête, qui a généré un tsunami à l'échelle globale, mondiale. Il a été enregistré sur tous les marégraphes de la planète. Il a été enregistré parfois 2 fois, parce que le tsunami a fait 2 fois le tour du globe. Dans certains endroits, on le voit clairement. Et il a entraîné surtout la mort de 230 000 personnes environ. C'est cet événement qui est le marqueur de la prise de conscience globale de l'aléa tsunami. En fait, avant ça, il y a déjà des tsunamis. Il y a des pays qui s'en inquiètent, comme les États-Unis par exemple, qui ont déjà été impactés, notamment à Hawaï, ou le Chili. Mais il y a des pays comme la France qui ne regardent pas tellement les tsunamis. Ils les regardent plus dans le Pacifique, mais ils ne les regardent pas en France métropolitaine, par exemple. Probablement en Calédonie, on ne regarde pas les tsunamis avant le séisme de 2004, ou pas beaucoup en tout cas. Ensuite, on a des tsunamis qui sont générés par les éruptions volcaniques. Alors le plus récent que tout le monde connaît, Tonga, en 2022, janvier 2022, on a une forte éruption qui génère un tsunami. Mais celui qui est aussi très connu, je veux dire, c'est celui de 1883 dans le détroit de la Sonde en Indonésie, l'éruption du volcan Krakatau, qui est très très violente, probablement du même style que celle de Tonga, et qui génère un tsunami qui lui aussi va être enregistré très très loin, quasiment sur tous les marégraphes de l'époque, notamment au Havre. On le voit très bien sur le marégraphe du Havre, sur le signal enregistré. Qui était papier à l'époque, c'est des données papier. Qu'est-ce qu'on veut dire aussi? Ce tsunami a tué beaucoup de personnes et il est encore très fortement étudié aujourd'hui par de nombreuses équipes. Ensuite, on a un autre mode de génération qui est un peu moins connu, mais quand même moins connu par le public, mais très étudié par les chercheurs, c'est les glissements de terrain. Alors les glissements de terrain, ils peuvent être aériens, sous-marins ou un mix des deux. Alors pour faire une analogie, quand vous rentrez brusquement dans votre baignoire, vous générez un peu ce que génère un glissement de terrain dans un lac ou dans la mer. Donc là, on a un cas qui est particulièrement intéressant, qui a été beaucoup étudié aussi, c'est celui de Little Bay en Alaska en 1958, il me semble. Oui, c'est ça. On a une montagne ici, en fait, qui est déstabilisé lors d'un séisme d'une magnitude supérieure à 7,5, il me semble. Et donc, on a tout un pan de la montagne qui tombe dans le fjord, et ça génère une vague qui va passer de l'autre côté de la montagne, en atteignant une hauteur qu'on va appeler run-up de 524 mètres. C'est aujourd'hui le run-up le plus fort enregistré sur Terre, connu. On peut en avoir de beaucoup plus petits aussi dans les lacs, on peut avoir des effondrements de glaciers, on peut avoir des effondrements de toutes sortes de choses, des falaises verticales, etc.
Ensuite, on a un autre mécanisme de génération de tsunami. Alors, c'est encore débattu si on appelle ça tsunami ou météo-tsunami. En tout cas, nous, on l'a mis dans la rubrique des tsunamis. C'est un météo-tsunami en soi parce que c'est généré par un phénomène météorologique. C'est une variation de pression brusque dans l'atmosphère qui entraîne une déformation de la surface de l'océan ou de la mer et qui se propage. Donc au large, on la voit pas, mais quand elle arrive dans certaines baies qui sont très encaissées, comme ici au Baléares à Ciutadella en 2006, on a en fait la baie qui va se vider, puis après la mer qui va revenir violemment comme un tsunami généré par un séisme ou une éruption volcanique. Et on peut avoir des vagues qui peuvent atteindre 3, 4, 5 mètres sans problème. Donc maintenant, à Ciutadella, au Baléares, il y a carrément un système d'alerte au météo tsunami ou Risaga. Ils appellent ça Risaga là-bas. Des météo tsunamis, il y en a eu d'enregistrés ailleurs. Il y en a dans la Manche, il y en a au Japon, il y en a en Croatie, dans pas mal d'endroits. Un autre mécanisme auquel on ne pense pas forcément, c'est on est capable de faire plein de choses en tant qu'humain et on est même capable de générer des tsunamis. On a des cas historiques, donc notamment ce cas en 1917 à Halifax, du côté de Terre-Neuve. On a un bateau norvégien qui est rentré en collision avec un bateau français qui transportait des explosifs. Ça a généré une explosion terrible qui a rasé des villages entiers. Il y a eu plus de 2000 morts, des milliers de blessés, je crois que c'est 9000 blessés, des villages rasés. Et il y a eu un tsunami qui a notamment balayé littéralement une communauté indigène. Donc c'est un cas de villages et de personnes tuées par des tsunamis générés par une explosion humaine. Il y a d'autres cas, il y en a un notamment dans la baie de San Francisco, il y en a quelques-uns dans l'histoire. Normalement, il y a une convention internationale qui est signée par quasiment tous les pays qui interdit l'utilisation d'armes pour générer des tsunamis. Et le dernier cas, c'est le cas de chute de corps célestes, donc astéroïdes, comètes, etc. On a un bon cas dans l'histoire, c'est celui qui a probablement entraîné la disparition des dinosaures. Donc on vous a mis un petit dinosaure ici, voilà. Bon, ça c'est, il y a encore beaucoup de discussions là-dessus, il y a beaucoup d'études. Ça s'est passé à 65 millions d'années, donc c'est très compliqué d'étudier les dépôts sédimentaires, etc. pour essayer de voir si c'est oui ou non responsable de la disparition des dinosaures, mais certainement qu'un bloc de roche comme ça qui tombe dans l'océan a produit un tsunami qui faisait certainement plusieurs centaines de mètres de haut. Donc pour vous rassurer, les gros astéroïdes et tout ça sont suivis. Il y a des organismes qui les suivent pour voir s'ils vont passer à proximité de la Terre, etc. À l'ESA, à la NASA, etc. Il y a même des gens qui travaillent sur les modélisations numériques d'impact dans l'océan pour voir ce que ça pourrait donner comme conséquence sur les côtes. Voilà. Et je vais repasser la parole à Maxime. Ok, donc on va rester dans les choses super gaies, c'est-à-dire qu'on va regarder les impacts maintenant à la côte du tsunami. Alors ici, je vous ai mis une photo en fait avant-après de l'événement de Sumatra. C'est sur une province au nord de Sumatra en 2004. Bon, clairement, la pénétration des eaux à l'intérieur des terres, elle est flagrante, hein. Il y a plus de 50% de la province qui s'est fait recouverte par les eaux, avec destruction des sols, des cultures, des habitats, etc. Donc en fait, il y a aussi vraiment des impacts qui se font à l'instant T quand le tsunami arrive, c'est-à-dire des morts et puis des dégâts, mais il y a aussi des impacts qui perdurent dans le temps. Lorsqu'on a salinisation très importante des sols, après ça peut rester plusieurs années et la reconstruction des États qui ont subi des gros événements, c'est souvent compliqué. Autre cas très connu, merci. C'est celui du Japon en 2011. Donc si vous avez jamais vu les images, ben enjoy. Ça, c'est donc sur l'aéroport de Sendai au Japon. L'aéroport de Sendai, la piste, elle est située à 1 km de la côte. Et là, vous voyez que la masse d'eau, donc c'est bien une masse d'eau, hein, c'est pas une vague, je le rappelle. Vous voyez que la masse d'eau, elle avance sans vraiment être freinée, quoi. Et donc, elle va emporter tout ce qui se trouvait sur la piste à l'époque. Et donc ça, c'est des images qui restent évidemment gravées parce que, bon, comme la photo le montre aussi à côté, hein, la force de l'événement a fait déplacer énormément de matériaux et a engendré beaucoup de morts. Donc ça, c'est le cas du Japon. Et ensuite, c'est là que ça pinaille.
Un autre cas plus récent qu'a évoqué Jean, c'est le cas de Tonga où en fait là vous allez pareil avoir le front d'onde du tsunami qui arrive sur la bande côtière, qui va traverser par franchissement la partie littorale où il y a les habitations. Et vous doutez bien que dans des systèmes insulaires où on n'a pas du tout des habitations qui sont à étages, qui sont beaucoup en tôle, ça clairement ça laisse pas de place à avoir, enfin, à s'en sortir vivant. Et là vous voyez que sur les photos c'est aussi capable de charrier en fait énormément de matériaux, des blocs rocheux vraiment monstrueux qui vont être déplacés du platier jusqu'à l'intérieur des terres. Et évidemment, quand la masse d'eau progresse, il y a tous ces blocs, ces troncs d'arbres, ces déchets qui sont au milieu. Et donc, bah, c'est aussi des choses qui sont dramatiques pour les gens qui se trouvent sur la côte. Donc concrètement, les impacts d'un tsunami, c'est quoi? Des pertes humaines, ça comme tous les phénomènes naturels. Des pertes humaines qui peuvent être importantes, la destruction des infrastructures, des dégâts sur l'environnement, la faune, la flore et la salinisation des sols. Mais il y a encore tout un tas d'impacts. Et pour votre information, on a presque 300 tsunamis meurtriers qui sont connus depuis l'année 365, regroupant ou cumulant un total estimé de près de 1 million de morts liés au tsunami à l'échelle de la planète. Ok, merci Maxime. Donc maintenant, on va parler des événements eux-mêmes, ce qu'on a pu enregistrer dans le Pacifique, dans la région Pacifique Sud-Ouest, un peu plus en détail. Donc là, on a une carte de l'océan mondial avec des petits ronds, des petits triangles, de couleurs, etc. En fait, ça représente toutes les sources de tsunamis qui ont été répertoriées par un projet financé par l'UNESCO en 2010-2011. Donc on voit plus particulièrement que la ceinture de feu du Pacifique représente une grande partie de toutes ces sources de tsunamis, on appelle ça des sources. Ça peut être des séismes, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain, il y a un peu tout, voire des combinaisons des deux ou des trois. On en a également dans l'est de l'océan Indien, ici. Donc c'est principalement en face de Sumatra et puis un peu au sud. On en a en Méditerranée orientale aussi, et puis après on en a dans les fjords en Norvège. Il y en a un petit peu aussi dans les Antilles, il y en a une cinquantaine dans les Antilles. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Dans le Pacifique Sud-Ouest, on a quand même 25% de toutes ces sources qui sont localisées dans la région qui nous intéresse, ce qui est quand même assez énorme. Là, ça représente plusieurs centaines d'événements. Alors, si on regarde un peu en détail la géologie de cette région, quand on regarde la carte comme ça, on se dit que c'est une région qui a l'air assez complexe. Pourquoi elle est complexe? On a ici... Oh zut, c'est pas le bon bouton. J'ai tout dévoilé, c'est malin. Alors, pourquoi c'est complexe? On a ici la plaque australienne, plaque tectonique australienne, et ici, on a la plaque pacifique. Et je passe les micro-plaques qui sont dans le bassin Nord-Fidji, ici. En gros, sur la subduction ici qui va des Salomon au Vanuatu, on a la plaque australienne qui passe sous la plaque pacifique. Et ici, à l'est de la Nouvelle-Zélande jusqu'au Samoa au nord, en passant par Tonga, on a la plaque pacifique qui va sous la plaque australienne. Donc d'un côté dans ce sens et de l'autre dans ce sens. À des taux de convergence de plaques, c'est-à-dire les plaques elles se rapprochent les unes des autres, à des taux, des vitesses de 24 cm par an ici à Tonga, c'est énorme, à 12 cm par an ici, au niveau de la Calédonie. En moyenne, c'est des moyennes, mais ça reste énorme. C'est c'est la taille d'une canette number one, tous les ans, qui passe sous la plaque. Donc... Qu'est-ce qu'on voit d'autre sur cette image? Donc on sait qu'il y a des plaques qui bougent. On a des petits ronds. Alors les petits ronds, qu'est-ce que c'est? C'est les séismes. Plus ils sont gros, plus la magnitude est forte. Quand ils sont colorés, ils ont une magnitude supérieure à 8, supérieure ou égale à 8. Quand ils sont noir foncé, ils sont très profonds. Quand ils sont gris clair, ils sont superficiels. Enfin superficiels, ils sont dans la croûte. Ils sont dans les 10-30 km de profondeur.
Nous, ce qui nous intéresse dans le cadre de la génération des tsunamis, c'est surtout les séismes superficiels. Un séisme fort, par exemple magnitude 8, qui a lieu à 600 km de profondeur, il y a peu de chances qu'il génère un tsunami. Par contre, un séisme de magnitude 6, 5, 7 en superficiel, il peut générer un tsunami. Mais il peut ne pas en générer aussi, ça dépend de plein d'autres mécanismes. Donc on a dans cette région environ, je crois que c'est une dizaine de séismes de magnitude supérieure ou égale à 8 enregistrés depuis 1920, donc dans les 100 dernières années. C'est quand même pas mal. Par contre, on n'en a pas au-dessus de magnitude 8,2, 8,3. On n'en connaît pas. Il y en a probablement eu. Peut-être que la période de récurrence dans la région est beaucoup plus forte que ça. Peut-être que c'est tous les 500 ans, tous les 1000 ans, tous les 10 000 ans. On ne sait pas. On en a aussi dans le sud, là. Il y en a un. Ça, c'est la zone de subduction de Puy-Ségur, qui est un peu étudiée. Il y a des surveillances aussi pour être sûr que tout va bien. Voilà. Ça, c'est à peu près ce qu'on peut dire sur la géologie dans le secteur. Ah oui, on a mis ce petit message-là. On parle de magnitude de moment sismique. Quand on vous dit une magnitude de séisme, c'est pas c'est pas des valeurs sur l'échelle de Richter. Plus personne n'utilise l'échelle de Richter, je pense. On utilise des magnitudes de moment sismique qui sont relatives à l'énergie libérée. Ça, on le verra plus tard. Maxime vous en parlera un peu plus en détail. En rouge, on a les volcans. Donc, il y a tous les volcans actifs de la région. Ça en fait un paquet. Rien qu'au Vanuatu, je crois qu'on en a une quinzaine. Ces volcans-là, ils sont associés à la subduction, donc ils sont potentiellement explosifs. Et qui dit explosif dit capable de générer soit des nuées ardentes ou coulées pyroclastiques qui peuvent aller dans la mer, impacter la mer et générer un tsunami, soit des explosions sous-marines, comme ce qui s'est passé à Tonga récemment, et capable de générer aussi un tsunami. Ou encore plus récemment à Epi, du côté de Santo. Alors, quand on regarde la topographie du fond de la mer, parce que là, on a regardé les séismes, les volcans, on va regarder la topographie, ce qu'elle peut nous apporter elle-même. Donc, on parle de bathymétrie pour les fonds marins. La bathymétrie, elle nous montre plein de choses. Alors déjà, on voit que clairement, on a une fosse de subduction qui est assez marquée, qui va, là, elle part de Papouasie-Nouvelle-Guinée, Salomon, Vanuatu, hop, et après elle part vers Fidji ici. On descend assez profond dans les fonds marins. On voit que il y a la rite des loyautés qui est ici, qui porte UVA, Lifu, Mare et Tiga, qui a l'air de rentrer en collision avec cet arc volcanique du Vanuatu. Et puis en haut, on a la rite d'Entrecasteaux qui rentre aussi en collision avec l'arc du Vanuatu au niveau de Santo. Donc ça, c'est important parce que ça peut expliquer pourquoi à des endroits on va avoir des séismes, à d'autres on va en avoir moins. Il peut y avoir des systèmes de blocage. En fait, quand la collision a lieu, peut-être que quand cette ride elle arrive au niveau de la fosse, ça freine les 12 cm par an qu'on a vu tout à l'heure. Et du coup, ça accumule les contraintes à ce niveau-là. Et puis de temps en temps, ça lâche. Et ça fait un séisme comme en 2018, en 2023, etc. Donc il y a toute une flopée de séismes qui ont lieu juste à ce niveau-là. Et puis après, on en a partout ailleurs, hein, bien sûr. Donc voilà, pour résumer, c'est une région tectoniquement complexe avec un fort taux de convergence de plaques, 12 cm par an. Par comparaison, si on va sur les Antilles ou quoi, on va avoir quelques centimètres, on ne va pas avoir des taux aussi importants qu'ici. Et puis on a surtout une dizaine de séismes de magnitude supérieure ou égale à 8 en 100 ans. Voilà. Donc une fois qu'on a compris un peu comment fonctionne la géologie, la tectonique globale dans la région, on va s'intéresser à ce qu'on appelle les catalogues d'événements. Donc on va aller regarder l'historique d'une région et on va essayer de trouver des tsunamis anciens pour essayer de voir ce qui s'est passé par le passé. Donc il y a eu plusieurs catalogues qui ont été faits, des catalogues internationaux comme celui de la NOAA des États-Unis ou le catalogue de Novosibirsk en Russie. C'est des catalogues globaux qui ont essayé de collecter le maximum de données tout autour de la planète, avec des lacunes parfois, donc il faut regarder un peu plus en détail. Donc quand on s'intéresse de plus près à la Calédonie, par exemple, il y a Alexandre Sahal qui a mené des missions de terrain, je crois que c'était en 2009 ou 2008. Donc il est parti visiter les tribus, il a discuté pas mal avec les gens pour avoir des infos sur l'histoire, etc. Il a fouillé les archives et tout, et il a permis d'établir un catalogue avec 12
tsunami avéré en Calédonie entre 1875 et 2009 ou 2010. Ensuite, moi, quand je suis arrivé en postdoc en 2018, avec mon collègue Bernard, qui est là-bas, on peut l'applaudir, on a mis à jour ce catalogue. Et on n'a pas procédé de la même façon cette fois. On n'est pas retourné sur le terrain, on n'est pas allé voir les gens, on n'a pas re-questionné, on n'a pas refouillé les archives. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé les données les enregistrements marégraphiques, donc les stations marégraphiques, de Calédonie, pour voir si on avait potentiellement enregistré des tsunamis depuis 2010 jusqu'à 2018. Et là, bingo, on en a enregistré 25 de plus. Donc 25 de plus entre 2010 et 2018, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de tsunamis qu'avant. Ça, c'est pas du tout comme ça qu'il faut le voir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que entre-temps, on a eu des marégraphes d'installer. Et les marégraphes ont permis d'enregistrer plein de petits événements. Ces 25 tsunamis en plus, il y en a 22 ou 23, c'est des tsunamis qui sont quasiment imperceptibles par l'œil humain. C'est des variations qu'on voit sur les marégraphes. Mais on sait qu'il y a eu des perturbations de fait et donc on les comptabilise dans les tsunamis. Des gros tsunamis, sur cette période-là, on n'en a pas tellement. Au final, on a celui de 2018, dit de Tadine, dont on va parler un peu plus tard. Mais on n'a pas des gros événements comme 1875 qu'on va voir aussi par la suite. Et pour combler ce manque de données, parce qu'en fait l'histoire de la Calédonie, l'histoire écrite qui nous apporte des informations sur les tsunamis, elle est limitée à l'arrivée des colons européens finalement. On a très peu d'informations avant. Et du coup, il faut qu'on essaye de compléter ce catalogue parce que si on n'a que 150 ans et que les périodes de récurrence d'événements, elles sont de 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans, c'est un peu compliqué pour savoir ce qui peut potentiellement se passer dans le futur. Donc, on a une technique, on va aller étudier les dépôts sédimentaires. Donc, pour ça, on fait des carottages ou des tranchées dans des zones bien particulières. Ça peut être des marécages, ça peut être des cordons dunaires, des choses comme ça. Donc là, on vous a mis un exemple sur Pato, au sud-est de Marais. C'est une mission qu'on a fait en 2020 avec des collègues de France, de Clermont-Ferrand et de Paris, où on est allé faire des petits trous un peu partout. Et en fait, à un moment donné, on est allé dans une carrière de sable et voilà, on voit ce qui se passe dans la carrière de sable. Il y a différents niveaux comme ça, avec des ponces, du sable, mais ça peut être sur plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur, ces dépôts de ponce. Donc ça nous permet de savoir qu'il y a eu à l'époque une grosse éruption volcanique qui potentiellement pourrait, si on en trouvait d'autres informations ailleurs, signifier qu'un tsunami est passé dans le coin. On a également fait des carottages sur la Grande Terre, dans les autres îles des Loyautés, on est allé à Lifou, on est allé à l'île des Pins. Et donc en fait, on a mis cette image-là. Pourquoi ? Parce que donc, quand on fait une analyse de la carotte, quand on voit la carotte comme ça, on voit pas tellement ce qu'il y a dedans. Mais quand on fait des dessins, on se rend compte qu'on a de la terre, on a du sable, de la terre, du sable, de la terre, du sable. Et ça peut signifier qu'il y a eu des incursions marines qui peuvent être associées à des tempêtes, mais aussi à des tsunamis. Donc quand on a ça, on va les analyser, tous ces petits dépôts, pour savoir ce qui se passe. Alors le premier truc qu'on va faire, c'est on va essayer de les dater. Pour les dater, on va chercher des matériaux datables. Ça va être des coquillages, ça va être des petits morceaux de bois, des choses comme ça. Et en même temps qu'on va faire des datations, on va essayer aussi on va faire des mesures d'éléments chimiques pour voir s'il n'y a pas des pics qui ressortent à des endroits, des anomalies dans les enregistrements chimiques. Donc là, on en a mis quelques-uns. Là, c'est, je crois, strontium titane ou quelque chose comme ça. Et ça descend, hop. Et puis là, on voit qu'il y a un petit truc, là, un petit pic. Et puis ça correspond à un autre pic dans un autre type d'analyse chimique. Et puis hop, ça correspond à ce petit événement sableux. Donc si les caractéristiques de ces éléments chimiques correspondent à un environnement marin, ça peut vouloir dire qu'il y a eu une incursion marine à ce moment-là. On fait des petits trous un peu partout comme ça, on fait des analyses. Et si on arrive éventuellement à caler les mêmes genres d'événements à différents endroits le long du Nil, le long de la Grande Terre, etc., on peut imaginer qu'il y a eu un événement dans la région à ce moment-là.
Après, de là à dire que c'est un tsunami ou une tempête, c'est encore un peu plus compliqué. Il faudra regarder un peu plus en détail. Et sur des petits événements, c'est impossible. On peut pas distinguer les deux. C'est très, très compliqué. Après, il y a d'autres techniques. On peut aller regarder les blocs rocheux qui ont été arrachés de la mer vers la terre. Il y a plein de techniques qui existent. Mais on ne va pas aller plus en détail. Voilà, donc là, je repasse la parole à Maxime pour les événements historiques. Donc, dans les catalogues que vient de présenter Jean, on a en fait un événement historique qui est vraiment marquant pour la Calédonie. Alors, sûrement pas pour vous, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a entendu parler de celui-là. Le tsunami de Lifu de 1875. Alors, personne n'était né dans la salle, mais il a fait 25 morts sur l'île de Lifu, selon le journal de l'époque. Il y a énormément d'habitations qui ont été détruites, notamment sur la partie sud-est de l'île, au niveau de la tribu de Tot et de Mou ici. Et c'était un séisme en fait qui, bon, à l'époque, il n'y avait pas d'instrument de mesure forcément, donc il était pas connu en fait. On savait qu'il y avait eu un événement, mais on n'avait pas vraiment d'informations sur l'intensité, la profondeur, localisation. Donc encore aujourd'hui, hein, vous avez le résultat de ce qui s'est passé à l'époque. Ici, c'est la ruine sur la tribu, en fait, la ruine de l'ancien bâtiment, même plusieurs ruines, qui sont situées vraiment juste sur le front de plage. Et en fait, la province des îles, elle avait installé elle a installé, je ne sais pas s'il est encore, un panneau d'information sur cet événement. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été, qui est dans les mémoires en tout cas là-bas. Et suite à ça, également des panneaux d'évacuation du coup pour prévenir du risque de l'aléa. Et nous, on s'est amusé. Bernard, encore une fois, s'est amusé avec des collègues à essayer de modéliser en fait ce tsunami pour retracer, si vous voulez, c'est un backtracing de ce qui aurait pu se passer, le séisme qui aurait pu avoir en générant donc plein de tsunamis avec plusieurs magnitudes. En corrélant ça avec les observations, on essaierait de revenir aux caractéristiques du séisme qu'il y a eu, comme on n'avait pas d'informations à l'époque, si vous voulez. Bon, ça c'était il y a très longtemps, donc on va passer à un événement qui est plus intéressant pour vous, où il y a des choses qui bougent, il y a de la vidéo. Donc ça c'est l'événement de 2018, du sud-est de Maré, à Tadine. On va vous montrer la vidéo, je ne sais pas si ça vous parle en fait cette vidéo. Donc c'est filmé par des habitants à Yaté. Donc de super qualité, hein. Le téléphone n'était pas en 4K. Et en fait, donc là, vous avez le front d'onde qui arrive comme les vidéos que je vous ai montrées tout à l'heure à Tonga. Vous avez vraiment l'onde du tsunami qui arrive. Et prenez bien en repère le palétuvier qui est juste ici. Hein, c'est ça, hein, je crois. Le palétuvier qui est juste en bas. Ah oui, je sais pas me servir du pointeur. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a vraiment le front d'onde qui vient d'arriver sur la côte. Les habitants, ils sont situés. Là, ils sont vraiment en sécurité. Hein, c'est totalement le comportement à avoir quand il y a un événement comme ça. Du coup, le palétuvier, regardez l'eau jusqu'à où elle monte. Hein. C'est vraiment pas anodin. Hein. La mer monte vraiment fort d'un coup. Alors là, il commence à se dire qu'il faut peut-être reculer parce que ça commence à monter fort. Voilà. Non, je rigole évidemment, mais ça aurait pu être bien plus dramatique en fait cet événement-là. Et en fait, ici à Nouméa, je pense qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler. On nous a toujours dit il y a eu un tsunami en 2018, mais voilà, la preuve en image en tout cas qu'il s'est bien passé quelque chose. Et pour information, donc là, c'est Jean que vous voyez sur la photo. Ah oui, j'arrive pas à faire deux trucs à la fois. Donc ça c'est Jean, ça. Il y a 3-4 ans. Et vous voyez qu'en fait, il a mesuré la hauteur du palétuvier. Et le palétuvier, jusqu'à le haut des feuilles, il est à 2,30 m. Donc tout à l'heure, il était complètement découvert, puis recouvert. Et donc, on peut imaginer que le front d'onde mesurait plus de 2 mètres, en tout cas, à l'arrivée sur la côte. Donc ça, c'est l'observation qu'il y a eu à Yaté. Ici, c'est la vidéo avec le palétuvier. Bon, bref, vous avez vu. Du coup, il y a eu aussi d'autres observations ailleurs. Donc ça nous conforte pour nous dire, ok, c'est pas juste un événement comme ça qui s'est passé dans un endroit en Calédonie. Vous avez eu des observations sur le méridien de l'île des Pins. En fait, il y a une vidéo, alors je suis désolé, j'ai pas retrouvé la vidéo, du directeur technique de l'hôtel à l'époque, qui se trouve sur le pont entre le petit îlot où il y a le petit morceau de sable où il y a l'hôtel et la partie continentale de l'île des Pins, et qui filme dans l'Arroyo, donc l'espèce de cours d'eau là qui passe, je sais pas si vous voyez, l'arrivée de l'onde dans le cours d'eau. Et donc là, on voit vraiment le tsunami passer à plusieurs reprises. Et c'est impressionnant comment l'eau elle monte fort, et derrière vous avez eu vraiment des dégâts jusqu'à loin sur les bungalows du Méridien. On a eu une laisse de mer qui allait vraiment loin. Donc c'est pas juste un événement minime.
Et du coup, on s'est amusé à modéliser cet événement. Alors, je dis beaucoup, on s'est amusé. En réalité, bon, on s'est amusé à le modéliser pour essayer en fait de comprendre vraiment ce qui s'était passé en termes de processus, essayer de comprendre en quoi cet événement il est majeur et en quoi il nous donne des informations aussi sur d'autres potentiels événements. Donc, c'était le travail qu'on a mené ensemble en 2019-2020 et qui a fait l'objet d'un article. Et je repasse la parole à Jean pour des trucs qui se passent plus en Nouvelle-Zélande. Bah, plus en Nouvelle-Zélande, pas tellement, dans le Pacifique Sud-Ouest plutôt. Donc peut-être que vous vous souvenez, en 2021, on a eu un jour un peu particulier où 3 tsunamis ont été générés d'affilée dans le Pacifique. C'était le 5 mars 2021. Donc 3 tsunamis, ça a surtout concerné la Nouvelle-Zélande au début, et puis ensuite ça a affecté tout le Pacifique Sud-Ouest et plus loin. Donc on va voir un petit peu le truc en détail. Donc moi, on m'avait demandé de faire une simulation à l'époque pour communiquer justement sur l'événement. Et donc cette simulation, la voilà. Donc en gros, vous avez en haut la propagation de l'onde, et puis en bas les deux marégraphes qui sont localisés au North Cape ici, et puis au East Cape ici en Nouvelle-Zélande. Et donc on peut suivre l'arrivée du tsunami sur les deux. Donc ça, c'est le premier tsunami qui est enregistré sur le East Cape. Et puis sur le North Cape, il va certainement arriver un peu plus tard, voire pas tellement. Voilà, il est ici, il n'est pas tellement visible. Et puis au fil du temps, on en a 2 autres qui arrivent. Donc le premier séisme, il a lieu ici, sur la faille d'Ikurangi, sur la zone de subduction des Kurangi. Et puis après, on a les 2 autres qui sont au niveau des îles Kermadec. Donc le premier, c'est un 7,5, le deuxième un 7,4 et le troisième, c'est un 8,1. Donc le 8.1, il est important pour la Calédonie parce qu'en fait, il a été enregistré sur tous les marégraphes calédoniens, comme on peut le voir ici. Donc en fait, ça, c'est une simulation des hauteurs de vagues maximum. Donc c'est en tout point du domaine, en fait, on conserve la valeur maximum du tsunami après une propagation de 12 heures, 24 heures, 36 heures, comme on veut. Donc là, ça doit être sur 2 jours, sur 48 heures. On conserve la hauteur maximum et on se rend compte de quelque chose d'intéressant. Donc, ah oui, et les petits ronds, ce sont les marégraphes et les bouées océaniques qui ont enregistré le tsunami et qu'on a utilisé pour cette étude. La première chose qu'on voit, c'est que le tsunami, il n'est pas, c'est pas isotrope. Ça s'est pas propagé de la même façon partout en fait. Il y a des endroits où il est plutôt fort, donc près de l'épicentre. Ça, il n'y a rien d'anormal pour ça. Mais par contre, après, on a l'impression qu'il y a comme des draps, ça fait ou des bras même, des bras qui partent comme ça, dans différentes directions. Ces bras, en fait, c'est lié à la propagation du tsunami elle-même, qui suit les rides océaniques, qui suit les bassins océaniques. En fait, il y a une déformation du front d'onde qui fait que ça concentre l'énergie vers certains endroits. Et donc, pour ce cas particulier, qu'est-ce que ça a fait? Ça a affecté bien sûr tout le Pacifique Sud-Ouest, mais ça a envoyé un bras vers le Japon, un autre vers l'Amérique centrale, et puis il y en a un qui est parti comme ça vers le sud de l'Amérique du Sud, et il est passé comme ça là, hop, et il a été enregistré sur les marégraphes côtiers, par exemple à Sainte-Hélène ici, ou de l'autre côté, il est passé, hop, et il est allé dans l'océan Indien, enregistré à Kerguelen, à l'île Maurice, à La Réunion, à Rodrigue, et voilà. Et puis donc sur la côte australienne, nord-américaine, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on a des enregistrements sur tous ces marégraphes et on les compare avec nos simulations pour voir si on est capable de reproduire. Donc dans ce cas particulier, on était plus que capable de reproduire l'événement, parce que c'est un séisme assez simple en fait en rupture. Et donc après, c'est injecté dans tout ce qui est modèle de prévision, etc. Ce qui est intéressant pour nous, encore une fois pour la Calédonie, c'est que si on regarde les 2 images en bas, qui proviennent de la webcam qui est située sur le Château Royal, c'est ça? On voit à 12 heures, la mer est quasiment haute, 15 minutes après, elle est basse. Et on s'en rend compte plus particulièrement... où est-ce que c'est? Ici, ouais, ici, voilà. Ici, on voit que l'eau touche, alors que là, elle ne touche plus. Donc c'est un événement vraiment mineur, hein. Ça représente quelques centimètres, mais c'est suffisant. Par exemple, si c'était proche de la marée basse ou de la marée haute, ça peut jouer sur la hauteur d'eau. Voilà.
Un autre exemple qui a affecté tout le Pacifique Sud-Ouest et le Pacifique en général, c'est l'éruption de Tonga. Donc celle-ci, elle est un peu particulière parce qu'en fait, Tonga, c'est un volcan, le Onga Tonga, c'est un volcan sous-marin qui explose. Et en explosant, il génère un tsunami déjà, mais il génère surtout une onde de choc atmosphérique. Cette onde de choc, donc c'est une onde de choc au début, ça se propage après dans l'atmosphère, c'est plus qu'une onde, de propagation atmosphérique normale qui va pas à qui se déplace plus à la vitesse du son, elle se déplace normalement. Et donc on la voit ici, c'est les anneaux là. Et cette onde, en fait, en se déplaçant dans l'atmosphère, elle fait un peu comme le météo-tsunami qu'on a vu avant. Elle perturbe l'océan, mais en avant du tsunami qui est généré par l'explosion elle-même. Donc on a un tsunami qui va arriver beaucoup plus vite sur les côtes opposées que ce qui est prédit par les tsunamis qui sont normalement générés par un phénomène géologique standard, genre séisme ou une éruption toute simple. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les gens ici se sont dit, bon, bah, c'est bon, il y a 12 heures d'attente avant que le tsunami arrive sur les côtes d'Amérique du Sud. Sauf qu'en 2 ou 3 heures, il était déjà là, voire même avant. Parce que cette déformation atmosphérique, elle a entraîné cette déformation en avant du tsunami et qui est considérée comme tsunami aussi. Enfin voilà, c'est un peu compliqué, je ne sais pas si vous avez tous compris, mais bon, peu importe. Ce qui est important de retenir, c'est qu'il a été bien enregistré aussi en Calédonie sur les marégraphes et que les données calédoniennes ont aussi servi à faire de l'inversion de source, dont a parlé Maxime juste avant, pour essayer de comprendre un peu mieux le mécanisme à la source, ce qui s'est passé effectivement. Donc c'est un événement qui est mondialement étudié. Il y a énormément d'argent qui a été mis sur cet événement. Pourquoi? Parce que c'est très rare. Et aucun centre d'alerte n'avait pris en compte ce genre d'événement au préalable. Donc tout le monde est en train de travailler dessus pour essayer de comprendre ce qui peut se passer, parce que là, il y a un volcan, mais il y en a tout autour. Là, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc il faut voir ce qui peut se passer avec différents types d'explosions. Voilà. On va passer au... Bon, j'espère que vous endormez pas. Non, c'est pas pour toi que je disais ça. C'est parce que c'est complexe et la présentation est dense, c'est pour ça. Bref. Alors, on va parler de la détection, parce que c'est intéressant. On vous a balayé un petit peu la partie physique, on vous a balayé les catalogues, vous avez vu qu'il y avait des tsunamis en Calédonie, etc., les gros événements majeurs, les impacts. Donc maintenant, on va essayer de comprendre comment on est capable de les détecter. On va les détecter grâce à des capteurs qui mesurent les séismes. Donc en Calédonie, on a un réseau sismique qui s'appelle SeismNC, que c'est la carte que vous avez ici, avec plusieurs stations, 2 sur les Loyautés et plusieurs autres sur la Grande Terre. C'est un système assez basique. Comment ça marche? Vous avez un sismomètre, un accéléromètre qui mesure du coup les mouvements de la Terre, et un numérisateur. Donc on ne va pas aller dans les détails techniques. Voilà à quoi ça ressemble une station sismique en Calédonie, c'est celle de l'île 1. Et en dessous, vous avez un signal de séisme tel qu'il est reçu par les stations. Donc ça mesure tout type de séisme, on est d'accord, ça va des événements vraiment minuscules jusqu'aux gros événements. Et loin à distance. Donc ce réseau sismique calédonien, il est connecté à un réseau plus large, à un réseau régional qui s'appelle Orsnet. Donc ici, tous les petits points, c'est des stations sismiques. Et les étoiles, c'est les stations qui sont intégrées dans ce réseau régional. Donc en fait, l'idée, c'est de faire, par partage de données, des correspondances entre toutes les stations sismiques du Pacifique Sud-Ouest qui sont dans le réseau, et du coup de retracer la localisation du séisme et sa profondeur. Et ce réseau Orsnet, voilà, les étoiles, donc c'est le réseau Orsnet, et les points, c'est les stations qui sont open data, qui ne sont pas intégrées dans Orsnet. Vous voyez qu'il y a une grosse couverture quand même sur le Pacifique de ces stations sismiques. Et au-delà du coup de ces stations sismiques, vous avez aussi des effets ressentis sur la magnitude. Alors, pas de panique avec cette slide, elle fait un peu peur. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir ce qu'on appelle depuis le début la magnitude, qui est en fait un proxy de l'intensité du séisme. Et bien déjà, le premier point à retenir, c'est que sur des magnitudes inférieures à magnitude 2, c'est pas perceptible pour nous. Donc c'est la petite échelle que vous voyez juste en bas. Donc la magnitude, ça correspond à l'intensité au moment sismique, ça Jean il l'a dit. Et en fait ici, donc sur ce graphe, ah oui, pardon, je vais me faire taper dessus carrément. Alors sur ce graphe-là, vous avez ici donc des événements vraiment marquants, des gros séismes marquants. Le plus gros qu'on connaisse à l'heure actuelle, c'est celui qui est tout en haut de la pyramide, c'est le Chili ici, 1960. La magnitude du Chili, c'était un 9,6.
Donc 9,6, ça correspond à 1000 fois l'énergie de la plus grosse bombe nucléaire qui a été lâchée dans le monde. Donc vous voyez un petit peu les échelles de grandeur. Ensuite, si on veut aller dans des trucs qui font du coup un peu peur, sur des magnitudes 11 par exemple, ce serait une correspondance à l'énergie libérée pour faire une scission de la Terre en deux. Donc vous voyez que l'échelle de magnitude, elle est exponentielle, elle n'est pas du tout linéaire en fait. Elle n'est pas du tout linéaire. Et ça, c'est important de le noter, parce qu'en fait, l'échelle d'énergie, elle varie vraiment, et des petits séismes en fait peuvent ne pas être perceptibles par nous. Bref, je vais pas passer du temps là-dessus. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'énergie du Chili en 1960, c'est largement supérieur à l'énergie consommée par les États-Unis pendant 2000 ans. Déjà, ça met les bases. Ensuite, l'énergie, elle est multipliée par 30 d'une magnitude à l'autre. Donc, on passe d'un 7 à un 8, on multiplie... Non, pardon, d'un 7 à un 7,1, d'un 7 à un 8, d'un 7 à un 8, on multiplie l'énergie par 30. Et le ressenti d'un séisme à magnitude inférieure à 2 n'est pas perceptible par l'homme. Et donc maintenant, Jean va vous parler de ce qui se passe à l'arrivée du tsunami à Terre. Bon, bah, je peux faire celle-là alors. Donc là, quand le tsunami arrive, on l'a mentionné tout à l'heure, il est mesuré par des marées graves. Donc c'est des espèces de petites cabanes comme ça, qu'il y a un petit peu partout. Il y en a 7 en Calédonie, principalement sur la côte est, c'est l'Oyoté. Il y en a un Nimbo qui est vraiment historique. Chalex avant, Nimbo maintenant. Et donc ces marées graves-là, ils mesurent les variations du niveau de la mer. Et donc du coup, évidemment, quand on a un tsunami qui arrive, on arrive à le mesurer grâce à ces instruments. Après, on a aussi des capteurs de pression. Donc c'est cet instrument que vous voyez juste ici, qui sont cette fois-ci immergés, mais où il n'y a pas de transmission des données, en fait, si vous voulez. On le met dans l'eau et on va le chercher tous les 6 mois. Et donc ça aussi, ça nous mesure le tsunami, mais par contre, il faut attendre 6 mois pour aller le récupérer. Donc en fait, ce qu'il faut retenir sur la slide, c'est qu'on a quand même une bonne couverture sur le territoire d'instruments de mesure à la côte. Et que les capteurs de pression qui sont immergés dans l'eau, comme on ne peut pas avoir les données transmises, en fait, ils alimentent surtout nos travaux, nous, de scientifiques, puisqu'en fait, quand il y a un événement et qu'on vient juste de mettre notre capteur à l'eau, on doit attendre d'aller le récupérer pour mesurer. En complément des marégraphes côtiers et des capteurs de pression dont vient de parler Maxime, on a un autre outil qui est apparu plus récemment, donc dans les 20 dernières années. Ça a été inventé par les Américains à la NOAA. C'est l'équivalent du CHOM en France. Ça s'appelle un DART. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un DART? C'est un Deep Ocean Assessment and Reporting of Tsunami. Donc, en gros, ça veut dire que c'est un capteur dédié à la détection des tsunamis. Il y a des gens qui vont les appeler les tsunaméteurs, même, comme ils veulent. Comment ça fonctionne? Alors, c'est assez simple. Il y a un capteur de pression au fond de la mer. Alors, cette fois, il n'est pas dans quelques mètres d'eau et on ne peut pas aller le rechercher quand on veut tous les 6 mois. Il est à plus de 2000 mètres de profondeur, souvent, 2500, 3000. Quand il y a un tsunami qui passe sur ce capteur, il y a une variation du niveau marin qui va être infime, comme Maxime a expliqué au tout début. Et cette variation, elle va entraîner donc une détection ou pas du capteur. S'il y a une détection, si on passe un seuil de détection qui est fixé à 3 cm en général, donc 3 cm de variation de la surface de l'océan, c'est rien sur 2500 mètres de profondeur ou 3000 mètres. Donc ces capteurs sont très très sensibles. S'il y a quelque chose de détecté, ça envoie un signal acoustique à une bouée qui est en surface, qui est reliée à une chaîne ou à un corps mort. Donc ce corps mort, qui est à proximité du capteur, c'est un corps mort qui fait plusieurs tonnes. Donc la bouée en surface, elle est équipée d'un émetteur-récepteur. Elle reçoit des informations par les satellites et elle envoie des informations, elle envoie les données en temps réel. On peut déclencher une DART à distance si on veut. Un centre d'alerte peut déclencher une DART pour voir si elle fonctionne, pour voir si la batterie est OK, etc. Il y a plusieurs générations, elles évoluent au fil du temps, on les fait moins visibles parce qu'il y a eu des problèmes de piraterie, des gens qui sont venus voler les panneaux solaires, etc. Notamment au large de l'Indonésie. Maintenant, on en est à la 4e génération de DART. Je sais, ça ne doit pas être celle qui est là, mais c'est en gros la forme qu'on voit sur la dernière diapo, c'est la forme actuelle des DART. Vous allez être content de savoir que c'est le Pacifique Sud-Ouest qui est équipé de la dernière génération des DART, qui a été le premier équipé de la dernière génération. Voilà. Elles sont toutes plus ou moins efficaces de la même façon, hein.
Ça, d'ailleurs, c'est une bouée australienne. Donc ça, c'est le réseau des DART au niveau mondial. Donc on voit que le Pacifique est plutôt bien équipé. En rouge, ce sont les DART américaines. En violet, les DART australiennes. On a quelques DART au Chili aussi. Ils sont ici. Il y en a quelques-unes aussi dans l'océan Indien qui ont été mises en place par les Allemands, il me semble. Et puis dans le Pacifique Sud-Ouest, maintenant, depuis 2019, on a le réseau néo-zélandais. Donc c'est 12 stations DART qui ont été ajoutées, dont 3 autour de la Calédonie. Il y a un accord entre la Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie pour occuper les eaux territoriales avec 3 DART. Alors ces stations, elles sont pas mises n'importe comment. On pourrait se dire, ouais, bah, pourquoi là ils en ont mis 2, pourquoi là il n'y a rien, etc. En fait, elles ont été positionnées de manière à ce que les zones de subduction de Ikurangi ici, Kermadec, Tonga et Vanuatu soient couvertes par la détection de tsunami dans un temps inférieur à 30 minutes. En bleu, c'est 30 minutes, en vert, c'est 20 minutes. Donc tous les séismes potentiellement tsunamigéniques qui arrivent qui sont déclenchés dans ces régions sont couverts. S'il y a un tsunami, il est immédiatement détecté dans les 30 minutes qui suivent par une de ces DART. Celle-ci, pourquoi est-ce qu'elle est là? C'est parce que c'est un accord aussi avec l'Australie pour protéger les zones comme Norfolk Island qui est ici, et puis d'autres îles qui sont habitées dans le secteur. Voilà, donc les DART permettent, elles, au contraire des marées graves, elles permettent la surveillance des tsunamis en temps réel. Vous pouvez, vous aussi, en tant que public, accéder aux données. Elles sont sur des sites internet et vous pouvez regarder les données en temps réel des DART si ça vous chante. Voilà. Alors, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait quand on regarde les tsunamis? On cherche à les comprendre. Et donc, on cherche à comprendre les tsunamis à partir de 3 grandes questions. C'est un petit peu pour synthétiser les propos qu'on a pu avoir sur la modélisation. Donc, où sont-ils générés? Comment et avec quelles caractéristiques? Ça, c'est ce qu'on a un petit peu balayé. On va regarder en fait 3 grands paramètres sur le tsunami. On va regarder donc le temps de trajet de tsunami, donc le temps qu'il va mettre à arriver d'un point A à un point B. On va regarder l'amplitude, ça c'est toutes les cartes que vous a présentées Jean sur les hauteurs de vagues, qui ne sont pas des vagues au passage, et les courants induits par l'événement. Et ensuite, il va y avoir pas mal aussi d'études, mais qui sont en cours, sur le rôle vraiment des infrastructures de défense et la capacité des écosystèmes à les atténuer. Donc, je vais vraiment avancer parce qu'on est un petit peu en retard sur les différents paramètres. Le temps d'arrivée. Donc là, vous avez 2 scénarios de tsunami, un au Chili ici et puis un sur le Vanuatu juste ici, où vous doutez bien que comme l'événement est plus ou moins loin, on ne va pas avoir le même temps d'arrivée sur les 2 événements. Donc sur des événements lointains pacifiques, il faut bien avoir en tête en fait que la Calédonie elle est exposée vraiment à des échelles aussi pacifiques, hein. On peut avoir plus de 12 heures pour réagir. Donc ça nous laisse le temps de s'organiser. À l'inverse, des tsunamis plutôt proches, comme c'est le cas sur la faille du Vanuatu, on va avoir 15 minutes pour les loyautés, 25 à 30 minutes pour la côte est de la Grande Terre. Donc vous voyez que ce n'est pas les mêmes échelles de temps. C'est juste pour vous donner des petits chiffres. Ensuite, sur la partie hauteur de vague, c'est pareil. Si on modélise un séisme en magnitude 7,5 ou alors un séisme en magnitude 8,8 comme c'est le cas ici, donc ça c'est des événements synthétiques, ce n'est pas des choses qui se sont passées. Vous voyez que les impacts à la côte ne sont pas du tout les mêmes. D'une magnitude à l'autre, je vous ai expliqué les histoires d'intensité. En fait, là, on voit bien que l'intensité joue clairement en fait, dans les impacts à la côte et qu'on va avoir des phénomènes très particuliers en fonction des zones où on se trouve sur la côte en Calédonie. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui, les résultats de modélisation ils sont très dépendants de la qualité des données de base et notamment de la bathymétrie, donc du fond de l'océan, et de la topographie quand on veut aller faire de l'inondation. Et enfin, un des derniers volets qu'on regarde aussi, c'est les courants, en fait, parce que des petits événements en termes de hauteur ne veut pas dire pas de danger au niveau courant. Donc ici, c'est un travail que c'est amusé à faire un collègue. Sur la baie d'Oro pendant le tsunami de 2018. Donc ça, c'est les configurations du modèle, je vous épargne la partie barbare. Et ici, les vitesses de courant sur la zone de l'île des Pins, en fait. Et donc, vous voyez qu'il y a des courants qui montent jusqu'à 3 mètres secondes. Donc, c'est vraiment des vitesses de courant très, très fortes. Et même si l'onde est petite, ça peut ne pas vous faire tenir debout, en fait. Donc, le courant, c'est vraiment un paramètre clé. Et Jean va vous en parler sur la dernière slide.
Oui, donc pour les courants, on n'a pas d'exemple d'études sur la Nouvelle-Calédonie pour l'instant. Par contre, on en a fait une récemment avec un collègue en Nouvelle-Zélande sur une zone bien particulière de la côte ouest de l'île du Sud, donc ici, donc qui est a priori complètement exposée des tsunamis qui viennent de la faille d'Ikuangi, de la zone de subduction d'Ikuangi ou plus haut de Kermadec, Tonga ou Vanuatu. Et en fait, donc cette zone-là, c'est une baie euh, très, très protégée. Il y a pas mal de bateaux, etc. Il y a une marina, donc il y a cette petite marina. Donc ça, c'est un modèle numérique de terrain qu'on a construit grâce à de nombreuses données bathymétriques et topographiques. Et on a simulé des événements. Donc on a commencé par à chercher des événements récents qui auraient pu potentiellement contourner la Nouvelle-Zélande et puis rentrer dans cette baie et puis être enregistrés sur un marégraphe. Il y a un marégraphe qui est localisé juste ici. Et en fait, on a trouvé une vidéo de Tonga en 2022. Donc en fait, quand il y a eu l'éruption du volcan, bah, ça a fait une variation du niveau de la mer, comme je vous l'ai dit, à l'échelle globale. Et ça a été bien enregistré dans cette marina. On a un enregistrement sur le marégraphe et on a une vidéo en fait avec les forts courants que ça induit. Donc comme vous pouvez voir, c'était un petit tsunami, mais ça a fait des courants quand même conséquents. Du coup, on a essayé de voir à combien de mètres par seconde ça se déplaçait. Donc on a analysé les images, on a cherché avec les particules, avec des déchets qui flottaient, etc. On est arrivé à des vitesses de l'ordre de 3, 4, 5 mètres par seconde, ce qui est quand même assez important. Et donc, une fois qu'on a fait ça avec des événements anciens, on fait des événements théoriques, des choses qui pourraient potentiellement arriver, et on obtient des valeurs assez intéressantes, jusqu'à 10, 12 mètres par seconde. Donc là, dans ces cas-là, il n'y a plus rien qui tient debout, hein. Et il y a des collègues, en fait, en 2015, qui ont fait une analyse de toutes sortes de vidéos qu'ils ont pu trouver sur Internet suite aux événements au tsunami de 2004 d'Indonésie, du Japon de 2011, du Chili de 2010, etc. Et à partir de ces vidéos, ils ont calculé des vitesses et ils ont regardé les impacts que ces courants avaient eu, s'il y avait beaucoup de bateaux cassés, s'il y avait des gens qui avaient été emportés, noyés, etc. Et ils en ont déduit, en fait, de toutes ces analyses, que dès qu'on dépasse un seuil de 1,5 m par seconde, ça devient dangereux pour la navigation, les biens et les personnes. En gros, si vous êtes sur le platier en train de chasser le poulpe, qu'il y a un tsunami, qu'on vous annonce un tsunami, et que vous dites ouais, bah, en Calédonie, il n'y a jamais de tsunami, ou ils sont tout le temps petits, peu importe. Si vous êtes sur le platier et que le tsunami il arrive à mettre une tranche d'eau peut-être de 20 cm sur le platier avec un courant de 4-5 mètres par seconde, vous pouvez être fauché et puis vous blesser ou voire être emporté. Donc c'est quand même important, il faut bien garder ça en tête, qu'une petite amplitude ne veut pas dire des faibles courants, ça peut être des courants forts qui sont dangereux. Voilà, donc là, une fois qu'on a vu toutes ces modélisations, on a aussi une question par rapport à la protection côtière en fait. Et en Calédonie, on se pose la question de savoir si les écosystèmes côtiers sont capables de protéger les côtes des tsunamis. C'est une question qui est internationale. Pour l'instant, personne n'est capable d'y répondre. Il y a des centaines d'études de fait sur les mangroves, les récifs coralliens, les herbiers, les forêts littorales, les dunes de sable, etc. Donc, par exemple, on a cet exemple d'une mangrove, en fait. Bon, là, c'est un exemple avec des vagues de houle, mais il y a les mêmes études qui sont faites avec les tsunamis. Et on regarde comment ces vagues arrivent dans la mangrove et comment elles sont atténuées en arrière de mangrove. Quand on regarde pour les récifs coralliens, bah, c'est pareil, il y a des études qui sont faites dans des laboratoires. Aussi, on fait des expériences. On envoie une vague et puis on regarde les différentes caractéristiques. On fait varier les différentes caractéristiques du fond de l'aquarium en mettant ce qu'on appelle la friction, c'est-à-dire l'équivalent d'un récif corallien ou pas de récif corallien ou du sable ou des herbiers, etc. Et on regarde comment ça joue sur la vague. Est-ce qu'elle est atténuée? Est-ce qu'elle ralentit? Est-ce que son amplitude au contraire est augmentée, etc. Mais bon, tout ça, c'est des études en cours. Il n'y a aucune certitude. Et ce qui est certain, c'est que le récif barrière en Calédonie ne protège pas des tsunamis. Ça, il peut protéger éventuellement des vagues, mais les tsunamis, il n'y a aucun récif qui a pu protéger des tsunamis dans le monde. Ça passe par les trous, ça passe par toutes les passes, etc. Et surtout des gros tsunamis comme 2004 ou 2011 au Japon, quand ils arrivent sur un récif, c'est comme s'il n'y avait rien. Et voilà. À toi. Non, c'est toi qui... Ah oui, c'est vrai. Ouais.
Donc, en conclusion, oui, la Calédonie est concernée par l'aléa tsunami, comme on vient de le voir, avec un certain nombre d'événements par le passé, et puis les conditions géologiques et tectoniques qui font qu'on peut potentiellement en avoir d'autres dans le futur. On en a actuellement au moins 42 de recensés. On a un oui aussi sur le fait que les tsunamis ne peuvent mesurer que quelques centimètres, mais peuvent néanmoins rester dangereux via les courants, notamment sur les platiers et les marinas, comme on a indiqué. Et oui, la meilleure chose à faire quand il y a un fort séisme local, c'est de ne pas attendre, comme on a vu sur la vidéo à Yaté, mais faut partir du bord de mer et monter dans les hauteurs. Et pas la peine d'aller au pic Malawi. Je pense que des endroits comme le Wenturo, ça suffit largement, ou en haut d'un immeuble. Oui, parce que d'ailleurs, la dernière alerte qui a eu lieu, moi j'étais à Bourail et tous les gens sont montés au col de Guaro. Bon, c'était un petit peu disproportionné, mais c'est les consignes après. Hein, mais... ok, et du coup, c'est pas le bon ordi. Important aussi, on communique sur toutes les. Alors voilà, là, IAT, ça date un petit peu, mais maintenant on a tous des téléphones et machin, donc n'hésitez pas à voilà, témoignages, vidéos, photos, ça c'est des choses qui alimentent vraiment les études. Hein. Vous voyez là, ça illustre la présentation, c'est des choses qui parlent aussi. Et donc comme c'est des événements quand même extrêmes et relativement rares, c'est bien d'avoir du matériel sur ça. Et dernier point, sur la partie récif on a abordé à la fin, bah, c'est une réponse de scientifique, oui, non, peut-être, je sais pas. Le récif n'est pas une barrière à tsunami, ça Jean il l'a répété, mais les études en fait sont en cours. C'est des processus qui sont longs, c'est compliqué. Moi je regarde ça à travers ma thèse, mais plus sur la partie vague, donc moins sur la partie tsunami, mais voilà, work in progress quoi. Désolé, on a mis 1 heure, mais merci pour votre attention et si vous avez des questions, on est là pour y répondre, voilà.